Aujourd'hui, où le passé est-il passé ? Marcel Proust est mort il y a 100 ans, et on peut même ajouter, si l'on en croit son anagramme, qu'il est mort sur place. Ce premier centenaire est l'occasion de revenir sur sa vie et sur son œuvre. Le point de départ de notre discussion tient en une lettre qu'il adressa en mars 1922 à son ami Camille Vétard. Ce critique littéraire avait écrit dans la NRF un article intitulé « Proust et Einstein », dans lequel il mettait en rapport la recherche du temps perdu et la théorie de la relativité. Dans sa lettre, Proust expliquait ceci. « L'image qui me paraît la meilleure pour faire comprendre le sens de mon œuvre, c'est peut-être celle d'un télescope braqué sur le temps, car le télescope fait apparaître des étoiles qui sont invisibles à l'œil nu, et j'ai quant à moi tâché de faire apparaître à la conscience des phénomènes inconscients qui, complètement oubliés, sont quelquefois situés très loin dans le passé. » Fin de citation. Les questions qui se trouvent là posées ressemblent à celles que posait déjà saint Augustin il y a 16 siècles. Où va le présent quand il devient passé ? Et où se trouve le passé lorsque plus rien ne semble le manifester ? Afin qu'il nous aide à trouver des pistes de réponse éclairées par l'œuvre de Marcel Proust, j'ai invité Raphaël Antoven, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Étienne. Bonjour à vous. Vous êtes l'auteur avec Jean-Paul Antoven, votre père, du dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Alors, ma première question concerne la physique. Oui. Est-ce que Proust s'intéressait à la physique ? Est-ce qu'il a lu Einstein ? S'est intéressé à la relativité ? La physique a mathématisé le temps, a mesuré des durées. Est-ce que lui parle de ce temps-là ou est-ce qu'il parle d'autre chose ? Ah non, un autre temps. C'est très particulier. Proust a une connaissance à peu près réglementaire des grands pans de la science et de la pensée de son temps. Il connaît Schopenhauer sous la forme du Schopenhauer traduit en français par Bourdeau, c'est-à-dire un Schopenhauer exclusivement pessimiste. Et ce qu'il apprend de la science, il le trouve dans les revues, il le trouve dans la fréquentation des cercles de l'académie. C'est un homme qui a la connaissance d'un honnête homme. Reste que ce qui l'a véritablement influencé, ce qui a eu une influence sur son écriture, ce sont les spiritualistes. C'est en particulier Bergson, c'est-à-dire c'est tous ces philosophes du temps, tous ces philosophes qui refusent de réduire le temps à la numération des horloges. Tout ce qui parvient de Plotin, Saint-Augustin, Bergson, tout ce qui pense le temps séparément de la quantité, nourrit sa pensée. Einstein, je sais pas. Donc il s'intéresse plutôt au temps tel qu'on le vit, tel qu'on l'éprouve, plutôt qu'au temps physique tel qu'on le mesure. C'est la première différence, c'est la première dissociation, mais en fait il est très marqué par la découverte proprement bergsonienne que le temps n'est pas spatialisable. Il y a une différence de nature entre le temps et l'espace. C'est mal représenter les choses que de représenter une ligne du temps. Pour une raison très simple, c'est qu'une ligne du temps, vous pouvez la diviser à l'infini. Et que par conséquent, vous ne pouvez jamais véritablement penser le mouvement. Et puis surtout, cette ligne, elle fait coexister des instants successifs qui ne peuvent pas exister ensemble. C'est exactement ça. Ce sera le sujet du débat qui a lieu il y a exactement un siècle entre Einstein et Bergson à Paris. Oui, c'est-à-dire qu'en fait la ligne du temps substitue l'instantanéité à la qualité du temps qui est d'être le moment, c'est-à-dire le mouvement. Étymologiquement, le moment et le mouvement, c'est la même chose. Proust est l'écrivain du mouvement. Vous savez, on peut illustrer ça de façon très concrète. Parfois, quand on se demande comment les enfants ressemblent à leurs parents, de quelle façon les enfants ressemblent à leurs parents. Alors, il y a une façon sotte de le dire qui consiste à dire, il a le front de son père, il a le nez de sa mère, il a les dents de son oncle, etc., etc. Et on repère des traits comme ça. On essaie de figer les choses. Et en réalité, les vraies ressemblances, c'est dans une expression. C'est un regard, c'est un geste, c'est un sourire soudain où l'on voit passer comme un spectre l'ombre d'un autre. C'est un mouvement. C'est dans le mouvement que se joue la véritable identité des êtres et des choses. Et c'est ça que Proust enseigne et c'est là-dessus qu'il travaille. Donc il se révolte contre tout ce qui mesure le temps, le calendrier, l'horloge. Il écrit même que l'homme est un être sans âge fixe. Je le cite. Car l'homme est cet être sans âge fixe, cet être qui a la faculté de redevenir en quelques secondes de beaucoup d'années plus jeune, et qui, entouré des parois du temps où il a vécu, y flotte, mais comme dans un bassin dont le niveau changerait constamment et le mettrait à la portée tantôt d'une époque, tantôt d'une autre. Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut se balader dans l'espace-temps. Ça veut dire qu'on se balade en soi-même. C'est une psychologie. Mais le voyage que l'on fait à l'intérieur de soi est un voyage que l'on fait à l'intérieur d'un moi absolument multiple, qui est en réalité le contemporain de tous les moments de sa vie. Dire l'homme n'a pas d'âge fixe, c'est dire que l'homme a tous les âges en même temps.
nous avons tous les âges de la vie en même temps. Et la recherche du temps perdu, c'est la juxtaposition de tous les âges de la vie. L'âge de l'enfant qui lit le texte ou qui mange une madeleine dans la chambre de sa grande-tante, puis l'âge du narrateur à qui sa mère présente une madeleine dans une tasse de thé, puis l'âge de l'écrivain qui raconte la façon dont le narrateur lui-même se souvient de son enfance. Il a simultanément tous les âges de sa vie. S'il fallait représenter la chose par un film contemporain, ce serait Interstellar. C'est-à-dire la fin d'Interstellar, le moment où l'on découvre qu'en réalité, tous les instants de la vie sont quelque part de toute éternité. Ce qui a vécu existe de toute éternité. On peut l'entendre de deux manières, ça. Soit ce qui a eu lieu ne peut pas ne pas avoir eu lieu, donc pour l'éternité, ça a eu lieu. C'est une éternité qui s'accommode. Mais ça donne au passé une réalité éternelle. Mais oui, mais qui s'accommode. Oui, mais qui s'accommode de la disparition aussi du passé. Ça a eu lieu. Soit de dire, c'est éternellement présent à nous. Ce que nous avons vécu est éternellement présent et peut être ressuscité à l'envie, selon la mémoire involontaire, selon la madeleine qu'on mange. Alors, on va prendre un exemple concret. Prenons le cas d'une chaise qui n'est plus présente parce qu'elle a été détruite. Oui. Devons-nous considérer qu'elle existe encore quelque part, ailleurs que là où nous sommes, sous la forme d'une chaise passée qui a existé? Ou bien est-ce qu'elle n'existe plus du tout nulle part? Et on voit bien que la réponse se discute. Et d'ailleurs, elle nous gêne parce qu'elle entremêle deux catégories qui d'habitude sont distinguées, le temps et l'espace. C'est-à-dire on pose à propos du temps une question d'ordre spatial. Où se trouve le passé? Oui, bien sûr. Alors, il y a trois possibilités de réponse. Vous avez la réponse spinoziste, qui consiste à dire que la chaise soit détruite ou qu'elle ait existé. Enfin, le fait qu'elle ait existé l'a fait exister de toute éternité, et l'existence elle-même de la chaise obéit à des lois qui sont des lois géométriques qui valent de toute éternité. Vous avez la réponse de Jean Kelevitch ou la réponse des spiritualistes, qui consiste à dire, la chaise a été... Alors, si on parle d'une chaise, on parle d'un objet qui est, et non qui n'existe pas en lui-même, parce qu'il ne change pas. Mais enfin, bon, voilà, la chaise a eu lieu, et cette existence est son viatique pour l'éternité aussi. Et puis vous avez la réponse proustienne, qui est de savoir, la chaise en question est inséparable de la façon dont Albertine un jour s'est assise sur cette chaise en croisant ses jambes. Et ce qu'il raconte, et ce qu'il entend éterniser, c'est le moment infiniment fugace perçu de lui seul, où Albertine a croisé ses jambes d'une certaine manière sur cette chaise, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle s'était assise ailleurs. Et c'est de cette façon-là que Proust, qui ne se donne pas le jeu facile, parce que il prétend saisir l'éternité dans ce qui passe, dans le fugace, dans la substance de ce qui passe. Parce que l'éternité, c'est pas la perpétuation indéfinie des choses. Mais il y a une troisième possibilité, c'est de dire que la chaise a été absolument néantisée. Elle n'existe plus nulle part. Oui, bien sûr. Donc avec des arguments logiques, on parvient à dire du passé à la fois qu'il s'est littéralement néantisé, oui, et qu'il est définitivement immortel. Absolument. C'est le même discours. C'est-à-dire, et ça c'est Jean Kelevitch qui l'avait compris dans l'irréversible et la nostalgie, c'est que le sentiment de l'irréversible, le sentiment du passage du temps, la deuxième loi de la thermodynamique vécue à l'échelle des sentiments, le sentiment que quand on détourne une mayonnaise, on retrouve pas l'œuf et la moutarde, si vous voulez, le sentiment de l'irréversible, de la caducité du passé, va avec la possibilité littéraire, poétique, de ressusciter ce qui a été dans sa saveur, dans sa fraîcheur, dans son grain, dans sa substance. Et c'est précisément ce que fait la recherche du temps perdu. Et c'est pour ça qu'on peut parler de temps retrouvé. Il parle de temps retrouvé tout en admettant que les gens sont morts pour toujours. C'est pour ça qu'il peut dire les deux. Mais les physiciens, pour revenir à eux, ils sont souvent présentés comme les maîtres du temps. Mais il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur certains sentiments que provoque le passage du temps, notamment l'impatience. Alors je cite Proust. « Les jours qui précédèrent mon dîner avec Madame de Stermaria me furent non pas délicieux, mais insupportables. C'est qu'en général, plus la durée qui nous sépare de ce que nous nous proposons est courte, plus elle nous semble longue, parce que nous lui appliquons des mesures plus brèves ou simplement parce que nous songeons à la mesurer. » Alors attention, parce qu'ici, il y a une illusion rétrograde du vrai dans l'œuvre même de Proust. En fait, il y a deux moments où il décrit son impatience. C'est le moment où il a rendez-vous avec Madame de Stermaria, et puis plus tard, quand il a son premier... un autre moment, quand il a rendez-vous avec Albertine. Quand il attend le dîner avec Madame de Stermaria, il n'en peut plus. Quand il monte les marches de l'escalier qui le conduit à la chambre d'Albertine où il espère un baiser, il n'en peut plus non plus. Reste que Albertine aura été le grand amour de sa vie, alors que Madame de Stermaria, le jour même du dîner, lui répond « Je ne peux pas, impossible dîner ce soir, à bientôt j'espère, amitié », et elle épouse quelqu'un d'autre. Et donc Madame de Stermaria, quand il raconte son histoire,
elle a la sale saveur de la vie qu'on n'a pas vécue. C'est-à-dire qu'elle est une bifurcation qu'il n'a pas empruntée. Et dans le récit qu'il fait de sa propre impatience, il y a la teinte de son amertume à ce moment-là. Alors que dans le récit du moment qui attend le baiser d'Albertine, il dilate le temps et ça n'est qu'un délice parce qu'il sait ce qu'il en sera plus tard. Raphaël Antoven, j'ai cru comprendre en vous écoutant que on peut pas prétendre que Proust ait lu Einstein. Non. Il en a certainement entendu parler et le mot relativité circulait déjà certainement à cette époque-là de façon très intense, notamment dans la presse. Et comme vous le savez, Einstein a beaucoup utilisé les trains qui circulent en sens inverse pour expliquer les phénomènes que cette nouvelle théorie permettait d'envisager, la dilatation des durées, la contraction des Proust aussi s'est abondamment servi du train. Et moi j'ai trouvé un petit passage dans Le Temps retrouvé où Proust lui-même parle des trains en association avec le temps. Il dit, le temps a ainsi des trains express et spéciaux qui mènent à une vieillesse prématurée. Mais vous savez pourquoi il le dit à ce moment-là? Parce qu'il parle de la cocaïne. C'est un passage où il parle de la cocaïne. Il est dans Le Temps retrouvé. Je suis pas sûr. Mais si, je vous le garantis. Je continue. Allez-y. Il continue. Mais sur la voie parallèle circulent des trains de retour, presque aussi rapides. Je prie monsieur de Courgivault pour son fils, car il avait l'air plus jeune. Oui. Alors, en fait, le passage que vous lisez se trouve à la fin du Temps retrouvé. C'est la fameuse matinée chez la princesse de Guermantes, ex-Madame Verdurin, où le narrateur constate que, d'abord, les ravages du temps. Il constate les ravages du temps. Et puis ensuite, il s'aperçoit que la blancheur des cheveux, ça n'est pas un masque que les gens se sont fait, c'est le passage du temps, mais que le temps ne ravage les êtres que si on les compare à ce qu'ils étaient avant. Et donc il sort du régime de la comparaison parce qu'il s'aperçoit que le temps a aussi été bienveillant pour une dame qui était une sèche pain-bêche et qui est devenue une aimable douairière, etc. Et en constatant que le temps répare autant qu'il détruit, il saisit sa propre mission à ce moment-là. Mais le passage que vous citez, il décrit les méfaits, les désastres de la cocaïne sur le visage d'une dame dont le nom m'échappe à ce moment-là. Le moment où Proust parle du train, c'est pas là. C'est dans L'ombre des jeunes filles en fleurs, quand il décrit, et dans Sodome et Gomorrhe, quand il décrit le tortillard qui se rend à Balbec. Et dans le tortillard qu'il se rend à Balbec, il fait une double expérience. D'abord l'expérience de l'ivresse qui le rend attentif aux moindres détails, donc il a son microscope. Il regarde les boutons sur les vestes des contrôleurs, il est fasciné par la couleur bleue des rideaux, etc. Et puis surtout l'expérience d'un temps continu, d'un temps absolument continu, puisqu'il est en train et ses émotions sont inséparables du fait d'être lui-même en mouvement. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il est très différent d'Einstein, parce que si Einstein a mis au jour le fait que la vitesse de la lumière n'était pas altérée par le mouvement de celui qui porte une torche par exemple, et qu'on déplace, Proust, lui en revanche, pense l'anastomose, c'est un mot bergsonien, des pensées et du déplacement, des pensées et des lieux. Et c'est ce que le train permet. Alors, si je comprends bien Proust, enfin, c'est la façon dont il s'accapare une certaine façon de comprendre le temps, chacune de nos impressions passées peut revenir en surface, comme par enjambement, se retrouver dans le présent débarrassé de sa gangue contextuelle initiale, et ainsi toucher à sa véritable signification. Est-ce que c'est la différence entre la mémoire volontaire et la mémoire involontaire? Là, c'est involontaire. Donc. C'est involontaire. C'est le truc qu'on n'attend pas. Quand la mémoire fait l'objet de la volonté, quand on veut se souvenir de quelque chose, on n'en saisit que des parcelles communes et quantifiables par tous. En revanche, quand on est attentif à ce qui nous vient, quand on n'essaie même pas de penser à quelqu'un, c'est là qu'on touche du doigt quelque chose qui est essentiel. Donc le passé revient dans le présent. Il dit par exemple qu'un bruit, qu'une odeur déjà entendue ou respirée jadis le soit de nouveau, à la fois dans le présent et le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait. Aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. C'est ça qui est merveilleux. Il a cette réflexion quand il entend le carillon, ou quand il retrouve le bruit du carillon qui était celui de sa petite maison quand Swann venait dîner, au tintement d'une cuillère sur un verre d'orangeade. La concomitance de ces deux, c'est plus que l'identité de ces deux bruits, c'est leur concomitance. Il entend l'autre quand on lui présente l'un. Il entend le tintement d'une cuillère sur un verre d'orangeade, et soudain c'est le carillon qui lui apparaît. Et cette expérience-là n'est pas l'expérience d'un souvenir, c'est l'expérience d'une résurrection. Il est présent à celui qu'il était quand le carillon sonnait parce que Swann venait dîner, à l'instant même où physiquement et temporellement il se trouve ailleurs. Il est le contemporain de deux moments de sa vie, et c'est cette expérience-là qui lui donne le sentiment de l'éternité.
Oui, mais cette dynamique qui va du passé vers le présent, elle peut aussi traverser un peu comme les trains. Oui. Par exemple, elle peut aller du présent vers le passé. Bien sûr. Comme il le dit du côté de chez Swann, il dit voilà, tout cela faisait pour moi de l'église quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à 4 dimensions. On retrouve la relativité. La 4e étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. Est-ce que ça n'explique pas l'émotion qu'on a ressentie en voyant brûler Notre-Dame? L'idée que cette cathédrale, à 4 dimensions, nous connecte à ceux qui l'ont construite il y a quelques siècles. Puis, probablement. Et que finalement, on a l'impression de perdre notre histoire. Non, mais surtout la possibilité que du feu, de la matière, du contemporain, se saisisse de ce qui s'offre à nous comme de l'éternité. L'église proustienne est très exactement celle qu'il met au centre du village. Elle réconcilie son père et sa mère. On parle pas assez du père du narrateur dans La recherche du temps perdu. Le père du narrateur, c'est le maître de l'espace. C'est celui qui n'est jamais perdu dans l'espace et c'est celui qui ne s'intéresse au temps qu'au sens du climat. Or, le père, c'est celui qui se repère dans l'espace. La mère, c'est la grande maîtresse du temps. Et il est fait des deux. Et l'Église concentre ces deux vertus. Elle est un centre spatial, depuis le sommet de laquelle on peut contempler toute la ville et ses environs, le village et ses environs. Elle est également un centre temporel où de grands événements se reproduisent, d'un mariage, d'une rencontre, etc., etc. Et elle est également le légataire de l'éternité, puisque ces vitraux concentrent des figures dont le narrateur s'amuse à retrouver les équivalents chez leurs descendants. Raphaël Antoven, il y a une façon d'interpréter la théorie de la relativité qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Ça consiste à dire que l'espace-temps, qui est le bon cadre pour la dire, en fait, il est comme l'espace. Dans l'espace, il y a des villes différentes, Paris, Strasbourg, Genève, Marseille, etc. Nous sommes à Paris, mais le fait que nous soyons à Paris ne fait pas que Brest ou Marseille existent moins que Paris. Autrement dit, c'est notre présence dans l'espace qui fait que Paris, pour nous, est une ville un peu particulière. Elle nous accueille. Et l'idée de la doctrine de l'univers bloc, c'est que l'espace-temps, c'est la même chose. C'est-à-dire tous les événements, passés, présents, futurs, existent déjà dans l'espace-temps. Les événements passés sont là où nous ne sommes plus. Les événements futurs sont là où nous ne sommes pas encore. Et ce qu'on appelle le présent, c'est le lieu de notre présence dans l'espace-temps. Est-ce que chez Proust, il n'y a pas cette idée finalement que tous les événements coexistent et notre mémoire, notre attention, nos souvenirs, nos sensations nous permettent de choisir les événements qui, pour nous, accèdent à la conscience. C'est la raison pour laquelle il dit, quand Albertine disparaît, que il avait, je le cite de mémoire, quelque chose de plus intéressant, de plus complexe, de plus nouveau, de plus inattendu, de plus surprenant. Je ne sais plus quels sont les mots qu'il emploie, que l'avenir qu'il avait devant lui, c'est le passé qu'il a devant lui. C'est le plus intéressant que l'avenir d'Albertine, c'est le passé d'Albertine. Plus intéressant que l'avenir de son sentiment, c'est le passé de son sentiment, parce que il découvre que le passé n'est pas moins mobile que l'avenir, dans la mesure où l'enjeu n'étant pas de se souvenir ou bien d'être dans la divination, mais d'être présent à ce qu'on a éprouvé. L'enjeu étant uniquement celui-là, le passé n'est pas moins élastique que le futur, dans la mesure où son élasticité dépend de la qualité de mon souvenir, de la qualité du souvenir involontaire qui me saisit à tel moment et qui fait que soudain, je deviens le greffier d'une sensation qui n'est pas la mienne maintenant, qui est la mienne de toute éternité parce qu'elle était la mienne à l'époque et que je suis en mesure de la retrouver. Cela dit, il faut bien voir que de la même manière qu'un scientifique a besoin des conditions de son expérience, des laboratoires et ô combien, pour mener à bien ce genre d'expérience, il faut à l'écrivain les conditions de possibilité de la restitution de cela. C'est-à-dire qu'il suffit pas de le vivre, le temps retrouvé. Encore faut-il pouvoir le raconter. Et c'est là que, dans l'œuvre de Proust, il y a une notion qui occupe un statut tout à fait particulier, c'est la notion de la rêverie. C'est-à-dire, c'est cet état qu'il recherche à travers la drogue ou l'alcool, souvent, qui consiste à être suffisamment endormi pour voir ce que le rêve nous présente, et suffisamment éveillé pour pouvoir le restituer. Il a donc un pied dans les deux mondes, c'est-à-dire un pied dans le monde de la conscience et un pied dans le monde de l'abandon, du laisser-aller, de la mémoire involontaire, dont la conscience devient ensuite la greffière. Je sais que vous aimez les anagrammes, il y en a une qui devrait vous plaire. L'espérance, vous la connaissez celle-là ? L'espérance. Je dois la connaître, mais je l'ai oubliée. La présence. Alors moi j'ai les fantômes du passé.
Allez-y. Ça donne de souples fantasmes. Oh, très bien. Alors, il y a 2 phrases de Bergson que je voudrais citer, Raphaël Enthoven, parce que elles me poussent à vous poser la question de savoir si ce sont des phrases proustiennes ou non. Bergson dit « Vivre, c'est aller de l'avant avec tout son passé ». Et la seconde, c'est « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs ». Oui, bien sûr. C'est ce que vous venez d'expliquer d'ailleurs. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, chez Bergson, vous avez la mémoire pure qui enregistre chaque événement de la vie en lui assignant une date précise. Vous avez la mémoire habitude qui, comme le sport par exemple, constitue des réflexes corporels, des mécanismes moteurs. Et puis vous avez ce qu'il appelle la mémoire immédiate, qui, dit-il, lie les 2 mémoires. C'est-à-dire, elle ne nous représente plus notre passé, mais elle le joue en permanence en recyclant le passé pur dans l'action présente. Donc effectivement, il y a chez Bergson l'idée que on avance. C'est pas qu'on avance avec un rétroviseur, c'est que nous sommes lestés du passé à tout instant, non pas sous la forme du lest ou d'un poids d'ailleurs, mais sous la forme d'un recyclage en permanence. En fait, c'est une expérience qu'on peut comprendre assez aisément quand on se dit que tous les jours, on voit des trucs qu'on reconnaît. Nous voyons tous les jours des choses qu'on reconnaît. On découvre très peu de choses. On ne voit rarement, quasiment jamais, des choses qu'on n'a jamais vues. De la même manière qu'on rêve toujours de choses qu'on a perçues, même si on les reconstitue. Et en même temps, il existe une façon de regarder le monde qui consiste à s'étonner tous les jours de ce qu'on voit d'une certaine manière pour la première fois. Et Bergson ouvre cette alternative, cette possibilité. Là où ils se ressemblent très profondément, c'est que dans Matière et Mémoire, par exemple, Bergson dit « Un être humain qui rêverait son existence au lieu de la vivre tiendrait sous son regard, à tout moment, la multitude infinie des détails de son histoire passée. » Proust, lui, dit « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. » Et cette position-là est identique. C'est-à-dire que le rêve n'est pas une façon de s'éloigner du réel. Non, le rêve est une des modalités de résurrection du passé, c'est-à-dire de mise en présence du passé, qui sert au romancier comme au philosophe. Oui, mais quand Bergson dit vivre, c'est aller de l'avant avec tout son passé, il sous-entend qu'on puisse se souvenir de tout son passé. Or, Proust non, c'est pas ça, parce que des souvenirs qu'on ne se rappelle pas. Alors non, en fait ça, ils sont pas en désaccord là-dessus, parce que Bergson comme Proust ne conçoivent pas la mémoire comme un bloc, mais comme un muscle. Aller avant avec tout son passé, c'est pas aller à l'avant, aller de l'avant avec toute la mémoire, avec le semi-remorque, si vous voulez, de la totalité de ses souvenirs. Non, c'est l'idée que l'ensemble des souvenirs forge une personnalité mobile qui, à chaque instant, recycle la totalité de ses souvenirs dans le mouvement qu'elle accomplit. Soit parce que ce mouvement est fidèle à ce qu'elle a fait jusqu'à présent, soit parce que de façon tout à fait étonnante, pour une fois, on fait quelque chose de différent. Mais le passé n'est pas un poids. Et de la même manière pour Proust. Proust parle volontiers d'un lac obscur, mais le lac obscur, ça n'est pas le passé comme une quantité dont on serait le chameau. Dans le dictionnaire que vous avez écrit avec votre père, oui, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, il y a une entrée qui est Modiano. Patrick Modiano. Est-ce que Modiano était un proustien à l'insu de son plein gré quand il dit, par exemple, que l'espace-temps est comme un millefeuille transparent au sein duquel différentes strates de temps cohabitent et s'enchevêtrent dans une sorte d'éther? Dans un même lieu coexistent différentes profondeurs du passé qui peuvent surgir dans le présent tout en étant complètement perdus. Ça, c'est totalement proustien. C'est totalement proustien. Et encore une fois, le sentiment de la perte, le deuil face à la mort, non seulement n'est pas contradictoire avec le sentiment qu'on est contemporain de tous les moments de sa vie et que donc le passé n'est pas complètement passé, non seulement ça n'est pas contradictoire, mais c'en est même une condition. Il faut accepter que les individus meurent, il faut accepter que la vie ne dure pas pour saisir au sein même de la vie ce qui ne meurt pas. C'est tout le travail du romancier, que ce soit Modiano, que ce soit Proust. Alors le fait que le passé reste sur place. J'ai dit tout à l'heure l'anagramme de Marcel Proust, mort sur place. Mort sur place. Mais c'est drôle, il écrit quelque part, le passé non seulement n'est pas si fugace, mais il reste sur place. Oui, c'est ça. Le passé reste sur place. Oui, parce que la restitution qu'il en donne, c'est un peu la façon, vous savez, dont quand on se souvient d'une mélodie. Si vous vous souvenez de Castadiva, alors tout le monde a en tête l'air de Castadiva. Vous pouvez le siffler, le massacrer en le sifflant. Vous pouvez vous taire et entendre la Calas interpréter Castadiva. Et c'est-à-dire ne pas souiller votre souvenir par votre propre interprétation. Ne pas mettre les mains dans votre propre souvenir, mais en être davantage le gardien, le greffier, le protecteur
le protéger de sa pulpe fragile, dit Proust. Vous pouvez faire cela. Et c'est à ce travail-là qu'il se livre, c'est-à-dire qu'il est à la fois le greffier de ses souvenirs et en même temps celui qui ne veut pas y toucher, ne veut pas les souiller, ne veut pas les abîmer par son outil. Un peu à la façon dont vous allez me le dire, en physique quantique, parfois l'expérience est altérée par le dispositif. C'est pas qu'elle est altérée, c'est que elle est impossible. L'expérience détermine ce qui peut être mesuré. C'est ça, voilà, exactement. Alors, à propos du temps, il y a évidemment la question du devenir qui se pose, du vieillissement. Est-ce qu'on peut sentir qu'on vieillit en soi-même, ou est-ce qu'on a besoin pour ce faire du regard des autres, ou plutôt du regard qu'on porte sur les autres qui vieillissent en même temps? C'est ça qui est formidable. C'est dans Le Temps retrouvé, il arrive donc à cette fameuse matinée chez la princesse de Guermantes. La guerre sépare Proust de ceux, enfin le narrateur, des gens qu'il a connus et qu'il revoit là, quelques années, et il voit tous ses cheveux blancs. Et soudain, alors il commence par se dire c'est un bal masqué, après il se dit mais non, ils ont vraiment vieilli, et puis soudain, il voit quelqu'un qui s'approche de lui, qui se présente à lui comme son petit ami, son jeune ami en somme, parce qu'il a la moitié de son âge, et il s'aperçoit qu'il a 38 ans. Et que, en fait, ce qui l'angoisse dans la vieillesse des autres, c'est que les atteintes de leur vieillesse le renseignaient sur la sienne. Et en fait, tout est là. C'est-à-dire, tout est dans la compréhension qu'il est lui-même partie prenante du spectacle qu'il contemple. Il a besoin d'avoir un pied dans la vie et un pied dans la description de la vie, et c'est à ce moment-là qu'il y parvient. Il écrit « Et je peux me voir comme dans la première glace véridique que j'eusse rencontrée, dans les yeux de vieillards restés jeunes, à leur avis, comme je le croyais moi-même de moi. » Exactement. Avec cet élément très important chez Proust, il y a cette expérience qu'il fait quand il retrouve un ancien copain de classe qui lui dit « Comment vas-tu, vieille branche ?» etc. Il s'en souvient pas du tout, il le reconnaît pas du tout. Et soudain, le type éclate de rire. Et le rire, lui, est immuable. Le rire n'a pas changé. Il retrouve son ami à travers son rire. Sommeille en tout individu, que ce soit le regard, la couleur des yeux, la façon de rire, ou un geste ou un sourire, peu importe, sommeille en tout individu des éléments d'éternité qu'il appartient à celui qui les observe de saisir. Il y a un problème avec le changement, Raphaël Antoven, que les philosophes grecs notamment identifient. Il y a une contradiction entre le changement et l'identité. Oui. Si on reste identique à soi-même, c'est qu'on n'a pas changé. Absolument. Et si on a changé, c'est qu'on n'est plus identique à soi-même. Et on a résolu ce paradoxe par un stratagème langagier qui est que le sujet du verbe changer est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Oui. Si je dis Monsieur Machin a changé, c'est toujours Monsieur Machin qui est toujours Monsieur Machin, mais il a changé. Ou quand je dis non, toi non plus, tu n'as pas changé, c'est une façon de me faire un compliment à moi. Donc ça veut dire que tout changement se fait dans une sorte de continuité du sujet qui change. Oui, c'est la condition soi-disant du changement. On fait comme si le changement avait besoin de la permanence du sujet. Or, ce que Proust et Bergson, à la fois d'ailleurs dans des façons assez différentes, pensent, c'est la mutabilité du sujet lui-même. Il est remplacé. C'est pas qu'il est remplacé, c'est qu'il est mobile. Vous savez, en général, on se représente les choses comme ça. On dit, il y a une identité stable à l'intérieur, et puis il y a les altérations pelliculaires, il y a la peau qui vieillit, il y a les goûts qui changent, etc. Mais en gros, on reste le même à l'intérieur. Proust, Bergson, Saint-Augustin pensent exactement l'inverse. Surtout Saint-Augustin, d'ailleurs. À l'intérieur, on change, et c'est socialement qu'on se donne une identité immuable. En réalité, nous sommes un flux recouvert par des apparats. Enfin, il y a un petit texte dans Le Temps retrouvé où il parle quand même d'un remplacement. Je le cite. « En effet, reconnaître quelqu'un, et plus encore, après n'avoir pas pu le reconnaître, l'identifier, c'est penser sous une seule dénomination deux choses contradictoires. C'est admettre que ce qui était ici, l'être qu'on se rappelle n'est plus, et que celui qui y est, c'est un être qu'on ne connaissait pas. » Mais oui, mais il y a quand même eu un remplacement. C'est son morceau de cire. Autre. C'est son morceau de cire. Quand Descartes fait l'expérience du morceau de cire, il constate que la cire froide et qui rend un son quand on tape dessus s'appelle toujours cire quand elle devient chaude, qu'elle se dilate et qu'elle devient liquide. Et pourtant, on parle toujours de cire. Il y a, chez Proust, la recherche d'un morceau, ce qui fait que la cire reste la cire. Que peut-on graver assez sûrement pour que l'on puisse dire que cela demeure malgré tout ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut saisir d'immuable là-dedans? Encore une fois, ce qui est très fort, c'est que c'est un travail de chercheur d'or. Vous avez besoin, quand vous êtes chercheur d'or, vous avez besoin de capturer beaucoup de boue pour en faire saillir les pépites. Et vous avez besoin de capturer la boue dans le flux d'une rivière. Il faut que la rivière charrie de la boue pour que, au hasard de votre capture, vous faisiez des pépites. La seule différence entre Proust et le chercheur d'or, c'est que Proust lui-même transforme certains cailloux en pépites par la façon dont il les décrit. Raphaël Antoven, je le disais tout à l'heure, Proust parle des souvenirs qu'on ne se rappelle pas. Il emploie le mot inconscient dans sa lettre à Camille Vétard, dont j'ai cité tout à l'heure un extrait. Quelle est la place du refoulé? Quelle est la place des
des choses qui ne laissent pas de traces visibles dans la mémoire. Voilà, parce qu'il y a deux choses. Il y a les choses qu'on oublie, effectivement. C'est-à-dire, il y a les choses qui retombent dans la longue série des jours oubliés. Et la poubelle, à longue série des jours oubliés, elle est très accueillante, on ne trie pas les déchets, si vous voulez, dans cette poubelle-là. Les grandes décisions de la vie, les grands projets dans l'existence, comme les choses les plus infimes, tout ça retombe dans la poubelle, enfin dans la longue série des jours oubliés. Il y a beaucoup d'oubli. L'oubli est à la fois l'ennemi et la condition de possibilité d'une mémoire sélective qui s'attache aux souvenirs involontaires. Proust est un archiviste. Archiver, c'est jeter. C'est jeter les choses qui opacifient la mémoire, qui opacifient la juste restitution d'un passé. Ça n'est pas tout garder. Proust n'est pas un constipé de la mémoire qui veut tout conserver. Au contraire, il est celui qui veut garder de la mémoire la capacité le mot de remembrance en anglais marche mieux que souvenir. C'est vraiment la remémoration. Reconstitution presque. Remémoration, présentification par la remémoration. On l'a soudain sous les yeux. Et lui-même, quand il parle par exemple du bruit du carillon, c'est le bruit du carillon lui-même qu'il retrouve. Et il a dû oublier tout ce qu'il croyait savoir du carillon, toutes les fois où il a entendu le carillon et qui n'avait aucun intérêt, pour se souvenir de la fois où le bruit du carillon signifiait que maman ne viendrait pas l'embrasser, et où donc ce souvenir-là a la qualité d'une pépite. Non, l'oubli est à la fois l'ennemi, parce que il est ce qui menace les choses, d'une existence vaine, de n'avoir existé pour rien. Il est ce qui fait peser sur les choses cette menace-là. Mais il est aussi la respiration d'une mémoire qui ne prétend pas tout conserver, ce serait illusoire, mais qui prétend au contraire réveiller, être fidèle au réveil que la vie lui suggère. Vous entendez quelque chose et soudain vous vous retrouvez à 12 ans dans votre chambre et c'est ça qui se passe en fait. Et quiconque a vécu ça se retrouve dans la recherche du temps perdu, c'est ça qui est beau. Mais qu'advient-il dans ce contexte-là du principe de causalité que les physiciens déclinent de mille façons, mais qui s'appuient sur l'idée que ce qui a eu lieu, et on ne peut pas modifier un événement dès lors qu'il est passé. Oui. Est-ce que le temps proustien est un temps qui pourrait être qualifié de réversible, et qui du coup échapperait à ce principe de causalité? Non. La mémoire chevauchant des causes et des effets, et en les mettant dans un ordre qui est différent de l'ordre dans lequel ils se sont succédés dans l'histoire. Non, le temps n'est pas réversible. L'histoire se parcourt dans un seul sens et ça ne le dérange pas. C'est l'écrin même des expériences qu'il fait. La façon qu'il a de voyager dans le temps, c'est traveling without moving. Il voyage sans bouger. Les épices y suffisent. La drogue y suffisait. Il voyage dans le temps, mais il voyage sans bouger. Il ne quitte pas le présent pour voyager dans le temps. Il n'est pas nécessaire de quitter le présent puisque c'est une sommation du passé, voire parfois du futur, qu'en réalité on convoque au présent. Donc c'est tout à fait différent. Il a une façon de voyager dans le temps qui ne lui impose pas ce genre de prouesse. Quant à la causalité elle-même, il y a un passage au tout début de La Prisonnière qui est un remède au complotisme. On le cite pas assez. C'est un passage où il dit... Il faut le faire aujourd'hui. Oui, justement. C'est la première page de La Prisonnière. Et le narrateur raconte que Albertine vit chez lui à ce moment-là et que son ami Bloch, qui est un imbécile érudit, lui dit « Ah bah c'est pour ça que tu sortais jamais !» Et le narrateur lui dit « Non, les deux choses n'avaient absolument rien à voir. C'est pas parce qu'Albertine était là que je sortais jamais. Mais les gens, quand ils découvrent quelque chose, ont le sentiment de tout avoir compris, de pouvoir tout dire. Et ça, c'est le complotisme. C'est de voir une cause là où il n'y a qu'une concomitance. C'est une des déconstructions de la causalité folle. Parce que le complotisme, c'est ça, c'est voir des causes partout. Ou la même cause partout. Oui, ou la même cause expliquant mille affaires. C'est refuser l'idée que deux phénomènes soient concomitants. Comment se fait-il que telle chose arrive quand telle autre chose arrive? Hasard? Je ne crois pas, dit le complotiste. Proust, au contraire, est celui qui dit oui, c'est un hasard, et ce qui est merveilleux, c'est précisément que ce soit un hasard. Il parle aussi de la causalité À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il écrit ceci: devant les pensées et les actions d'une femme que nous aimons, nous sommes comme un être pour l'esprit de qui le principe de causalité existerait à peine, un être qui ne serait pas capable d'établir un lien entre un phénomène et un autre, et devant qui le spectacle du monde serait incertain comme un rêve. Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre son métier à ce moment-là. Parce que lui enseigne le spectacle de l'amour et l'embellissement du monde par l'amour qu'il porte à quelqu'un et qui vient de son aura répandre toute sa lumière sur le monde. Qu'est-ce que ça lui enseigne? Ça lui enseigne que précisément, le rêve
déjouer non pas la causalité au sens physique du terme, mais déjouer les catégories causales dans les représentations qu'on en donne. Tout cela est en réalité le début de son travail de romancier. Un romancier a passé le mur de Planck. Il est dans un monde où l'infime est soudain gigantesque, où le gigantesque paraît soudain ténu, où les tailles, les logiques, les additions, les nombres ne se font pas de la même manière. Il a passé le mur de Planck quand il passe à l'écriture, quand il retranscrit ce qu'il perçoit et de la façon dont il le perçoit. Est-ce que tous les lecteurs de Proust, Raphaël Antoven, comprennent la même chose de ce que dit Proust? Vous avez écrit le dictionnaire amoureux de Marcel Proust avec votre père. Est-ce que vous avez tous les deux la même lecture ou est-ce qu'il y a eu entre vous des discussions Ah non, on était en désaccord frontal sur l'interprétation à donner de la recherche du temps perdu. L'enjeu était d'ailleurs assez simple à dire. Pour le dire simplement, mon père est convaincu que la recherche du temps perdu est une biographie cachée de Marcel Proust, et je trouve que c'est une façon très réductrice de le lire, au sens où il me paraît que le narrateur, qui s'appelle Marcel par hasard, n'a pas la même vie que l'auteur, et ce grand livre n'est pas juste une façon pour Marcel Proust de se planquer. Mais mon père à l'œil d'un romancier là-dessus. J'avais plutôt l'œil d'un philosophe ou d'un prof de philo, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'attache à la spécificité d'une œuvre séparément de la biographie de son auteur. Donc on l'a lu vraiment de façon... Donc vous n'étiez pas d'accord sur le lien on n'était pas du tout d'accord, mais l'œuvre et l'auteur. Il y a un tronc commun à la proustolatrie. C'est un tronc commun de référence. Le statut du temps n'était pas douteux. Là où les bifurcations s'opéraient dans le dictionnaire, c'est mon père est très sensible à la façon dont Proust prend des phénomènes ingrats et les embellit, fait de la beauté avec ce qui ne l'est pas au départ. Et je suis plus attaché, moi, au fait que malgré le talent qui est le sien, il se soucie de phénomènes ingrats. C'est-à-dire que ce sont deux bifurcations essentielles. Vous pouvez être proustien et considérer qu'en somme le réel n'est supportable que s'il est stylisé, ou bien vous pouvez être proustien et considérer qu'en somme la vie n'est supportable que si vous regardez le réel en face. Alors j'en viens à la question initiale, en la reposant à partir de tout ce que vous avez dit, Raphaël Antoven. Quelle est votre réponse à la question « Où le passé est-il passé ?» Et quelle serait la réponse d'un autre proustien qui n'aurait pas la même lecture que la vôtre à cette même question? Moi, je dirais que cette question est fautive au sens où le où lui-même spatialise le temps. Spatialise le temps, fait comme si le passé était quelque part, en attente soit d'être saisi comme un trésor, soit d'être retrouvé, etc., etc. Or, le passé n'est rien séparément du geste par lequel on le recherche. Il y a une image dans la recherche du temps perdu. Oui, mais s'il surgit à nouveau, c'est qu'il a été stocké quelque part de telle façon qu'il peut être restitué. Non, c'est de la même manière que quand vous marchez dans la montagne ou vous marchez dans la forêt. Mettons que vous quittiez un sentier. Vous cherchez un sentier et vous vous demandez si vous êtes sur un sentier. Vous avez le sentiment du sentier quand vous marchez. Le sentiment du sentier vous vient avec le fait de l'emprunter. Le sentier est solidaire du geste par lequel on l'emprunte. Ouais, la mine si vous n'êtes pas là, il est quand même là. Non. La mine d'or est inséparable du geste par lequel on creuse le sol pour mettre la main dessus. Sinon, elle n'existe pas. De la même manière, c'est comme le laboureur et ses enfants. Le champ du laboureur qui va mourir contient un trésor, dit le père en mourant. Cherchez-le, mes enfants. Les enfants le cherchent, ils ne le trouvent pas, mais en fouillant le champ, ils font du champ lui-même un trésor. Le champ n'est un trésor que si l'on cherche le trésor. C'est le même geste ici. Ça veut dire que le passé n'existe que dans une mémoire active. Ça veut dire que le passé n'existe que dans une mémoire active. Ça veut dire que ce régime d'existence impose au passé, pour exister, au même titre que le présent, d'être saisi dans l'activité d'une mémoire. Mais si je vais au bout de cette idée, ça veut dire que le passé n'existe que par le biais d'une mémoire. Non, pas le passé en tant que tel, parce qu'il existe aussi une mémoire commune, une histoire commune qui fait nation, par exemple, des souvenirs communs, des souvenirs identifiés. On a YouTube aujourd'hui, c'est la grande académie des écritures, tout est archivé. Donc, il existe ce passé-là, il n'y a pas de doute. Ce qui, en revanche, fait l'objet d'une saisie au présent et est toujours muable, c'est le passé tel que moi, individu, petit individu, je l'ai vécu et je me le représente. Et c'est là-dessus que Proust travaille. Mais est-ce que ça ne met pas en face d'une sorte de contradiction qui est que si le temps dépend de la conscience d'un sujet, d'une certaine façon, comment expliquer qu'il a pu passer avant que le sujet apparaisse? Non, parce qu'en fait, le temps ne dépend pas de la conscience du sujet. Nous baignons dans le temps. Nous baignons dans le temps, c'est comme ça. Néanmoins, le fait que cela ne veut pas dire
comment dire, pour explorer les grandes galeries de la mémoire, retrouver un souvenir infiniment lointain, le chemin qu'on emprunte, c'est un vortex. C'est la mémoire involontaire. C'est la mémoire involontaire, c'est un chemin immédiat. Il n'y a pas de distance à parcourir. On ne parcourt pas les 15 millions d'années-lumière qui nous séparent de la galaxie de notre enfance, mètre à mètre ou pas à pas. Non, on le parcourt de façon einsteinienne, c'est-à-dire il faut que l'espace soit distendu pour que soudain on se trouve d'un lieu à l'autre. Et c'est exactement de cette façon-là qu'il pense le rapport à sa mémoire. Mais on peut savoir qu'ont eu lieu dans le passé des événements dont personne n'a la mémoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors quel est le statut de ce passé qu'aucune mémoire ne peut réactiver? Ce n'est pas cela, en tout cas, ça n'est pas ce passé-là dont la recherche du temps perdu se fait l'histoire ou le greffe. Ça, c'est le passé des historiens. C'est le passé des historiens et c'est la leçon majeure des historiens qui est de nous montrer ou de nous confronter à l'existence de ce que nous-mêmes n'avons pas vu. Mais ça, c'est une autre histoire. Je dirais que c'est une problématique qui renvoie davantage au devoir de mémoire qu'à la mémoire proustienne. Il y a des gens qui ont mesuré le temps qu'il faut pour lire la recherche du temps perdu en entier. Ils ont trouvé 128 heures en moyenne. Ah oui, d'accord. Vous l'avez lu combien de fois? Oh, je ne sais pas. Alors, surtout, c'est innombrable au sens où vous commencez à le lire laborieusement une première fois, puis une deuxième fois, vous vous y promenez un peu davantage, et après, vous l'avez sur votre table de nuit, et vous n'avez pas l'impression de le relire quand vous le relisez, vous avez l'impression qu'il vous relit. Et donc, vous vous y promenez au gré de vos humeurs, et vous trouvez toujours, d'une manière ou d'une autre, au bout de quelques pages, on ne peut pas lire Proust sans qu'il décrive quelque chose, un état de conscience qu'on a connu dans la journée même. Et est-ce qu'on a besoin de le lire dans l'ordre, ou est-ce que en feuilletant dans un ordre arbitraire, on trouve toujours des choses? Il y a deux choses. Il faut l'avoir lu dans l'ordre une première fois parce que la recherche du temps perdu raconte la façon dont un homme en vient à sa vocation d'écrivain. Et il faut le relire ensuite parce que c'est l'histoire d'un écrivain qui raconte comment il est devenu lui-même. Donc il y a ces deux lectures. Mais une fois qu'on a fait ce trajet-là, à l'intérieur du livre, on est chez soi. On est chez soi. Et c'est un château infini. C'est un château infini où tous les souvenirs qui s'y trouvent ont une telle qualité qu'en réalité, ils nous rappellent les nôtres. Et c'est en cela qu'on est le propre lecteur de soi-même quand on lit ce livre. C'est un livre qui, à la différence des frères Karamazov ou de Moby Dick, n'est pas le même selon son lecteur. Non pas parce qu'il change, mais parce que la mémoire qui s'y penche n'est pas la même. C'est-à-dire que votre propre mémoire interfère avec la sienne. C'est un kaléidoscope. C'est un kaléidoscope. Le livre est un kaléidoscope qu'on dépose sur sa propre mémoire, sur le statut de ses propres souvenirs. Et en cela, effectivement, chaque lecteur de Proust est d'abord, c'est magique, le lecteur de lui-même. Raphaël Antoven, est-ce que vous savez qui a dit la vie est trop courte et Proust est trop long? Ah, c'est mon père qui sait ça, puisque c'est lui qui a recensé tous les proustophobes. Non, dites-moi, j'ai oublié. Anatole France. Oui, c'est ça m'étonne pas. Mais Proust était détesté de Céline, d'Anatole France, de Freud notamment, qui lui prédisait 10 ans d'existence avant de disparaître. Dans l'oubli. Il n'y a pas que la vie qui est trop courte, il y a aussi cette émission. C'est vrai. Merci. Je dois s'achever, je vous remercie d'être venu nous voir. Plaisir. Raphaël Antoven, c'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son